Bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode du podcast The Process dédié à l'artiste plasticien Antoine Bonneau. Souvent la page blanche, je vais très vite la recouvrir même d'une surface de noir, puis de rouge, puis je vais souvent faire des choses très machinalement, vraiment de manière très basique, pour justement un peu contourner ce problème qu'il pourrait y avoir au début de la page blanche. Après, ça m'arrive beaucoup plus d'avoir le complexe justement de la page qui a été bien remplie et qui n'est pas satisfaisante, c'est ce que je te disais. Là, pour moi, la spontanéité à peindre, ça n'a jamais été vraiment trop problématique. D'autant plus que dans ma manière de faire, il y a... Et ça aussi, je pense que c'était une manière de contourner le problème, c'est j'ai la photo. Donc la photo, c'est que j'ai déjà dès le départ quelque chose qui existe et sur lequel je peux travailler. C'est aussi très rassurant d'avoir une photo parce qu'elle est, quand même, elle est déjà bien remplie, elle a déjà toute sa richesse. Donc à partir de là, j'ai déjà presque... À la première étape, j'ai déjà quelque chose. Avant même de peindre, j'ai quelque chose. Justement, pour les gens qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas tes œuvres, est-ce que tu pourrais justement parler de la photo? Parce que bon, donc tu peins avec de la photo, mais comment? Est-ce que tu pourrais détailler ça un petit peu? Schématiquement, ce que je fais, c'est de la peinture sur une photo, sur une peinture, ça s'enchevêtre. Il y a l'usage de la photo, elle est un peu particulière, c'est quelque chose que j'ai trouvé à force de chercher. J'utilise une photo que je vais travailler sur ordinateur, sur Photoshop, que je vais ensuite imprimer sur papier normal, comme tout le monde, et à la suite de quoi je vais appliquer un produit particulier sur l'impression et la transférer manuellement sur la peinture. Donc il va y avoir une sorte de décalcomanie qui se produit sur la peinture, sur le support déjà peint. Après quoi je vais repeindre par-dessus ce que j'appelle un transfert. Et généralement je vais appliquer un deuxième transfert, c'est-à-dire une deuxième photo qui va se superposer à la peinture qui est elle-même peinte sur une photo. Donc voilà, il y a une sorte de... Pour parler comme un galeriste, une sorte de palimpseste de couches qui se superposent. Moi j'appellerais ça des fois des superpositions de ratage, c'est-à-dire qu'il y a des espèces d'insatisfactions qui, mises les unes sur les autres, peuvent produire quelque chose d'étrange, donc c'est forcément intéressant, ou de corrections qui vont se faire. Donc les choses se font de manière, je dirais, presque artisanale. C'est-à-dire, il y a la peinture qui intervient et j'essaie de faire en sorte qu'elle se voit immédiatement et de manière prépondérante, mais il y a quelque chose de très assez technique dans la manière de réaliser mes peintures. Et ça, c'est quelque chose que j'aime, c'est de faire la peinture, mais pas seulement. C'est encore une fois ce qu'on disait au début, c'est moi j'ai un rapport à la peinture qui est, on va dire, assez indépendant. Moi, je suis pas né dans la peinture. Je ne jure pas que la peinture. Ça m'est arrivé des fois d'avoir sur le point de divorcer avec la peinture. J'y suis revenu toujours, mais souvent j'ai trouvé que la peinture seule, peut-être parce que techniquement aussi j'ai pas vraiment à un niveau excellent, ça m'a amené à chercher d'autres manières de faire, d'autres techniques. Je sais que la première fois où vraiment je me suis dit il faut absolument que tu aies recours à des techniques d'image ou de photographie, c'est le jour où je voulais faire sur une toile une fleur, tiens, comme je fais encore maintenant. Et j'avais mis des semaines et des semaines pour faire une fleur qui était au final complètement ratée. Et je trouvais que c'était complètement... là, du coup, j'étais vraiment en colère parce qu'en fait, j'avais mis des semaines pour juste réaliser une fleur. C'était juste ça. Il n'y avait pas d'ambition de faire une fleur particulièrement, je sais pas, étrange ou sublime. C'était quelque chose de très figuratif. Et j'avais juste totalement gâché mon temps et mon plaisir à faire ça. Et puis il y a d'autres formes aussi que j'ai jamais pu faire. La figure humaine, le corps humain, pour moi c'est quelque chose qui est inaccessible en peinture. Il y a des objets comme par exemple une voiture, faire une voiture en photo, c'est impossible. Le résultat il est forcément mauvais, quoi. Donc là je me suis dit qu'il fallait quand même que je cherche du côté de la photographie pour obtenir quelque chose d'intéressant. Donc voilà, en fait les choses se font
toujours un peu au hasard, on corrige ses propres défauts, on est amené à découvrir au fil des œuvres d'autres techniques, quoi. Et justement, tout à l'heure, on parlait du problème de la page blanche et tu me disais que grâce aux photos, eh bien, tu avais toujours un point de départ, quoi, qui était accessible rapidement et qui te protégeait donc de la page blanche. Le truc, c'est que ces photos, donc tu es en train de vivre ta vie, tu vois une photo qui te plaît, hop, tu la récupères et tu en accumules comme ça un petit paquet et après tu les vides au fur et à mesure, quoi. Bah, je les garde. Pour moi, c'est comme une sorte d'album photo, donc je les conserve. Les photos, il y en a deux genres. Il y a les photos que je vais trouver sur Internet quand c'est des images que je ne peux pas produire moi-même. Par exemple, il y a une période, pendant 2-3 ans, j'ai fait beaucoup de photos qui étaient inspirées de drames naturels ou humains. En gros, soit j'allais puiser dans ce qui s'est fait de séisme ou de glissement de terrain ou de raz-de-marée, soit j'allais puiser, et là c'était vraiment la grosse partie de cette période-là, des clichés de guerre. Donc la Seconde Guerre mondiale m'a énormément inspiré au niveau photographique. Mais le gros de ce que j'ai comme photos, c'est des photos que je prends moi-même. Et que je conserve, que je retouche toujours. Je dirais que là c'est pareil, les choses ont un peu évolué. Au début je prenais mes photos un petit peu comme je peignais, c'est-à-dire sans trop me prendre la tête. Et pour moi c'était presque une manière, une posture assumée, c'est que je photographie à l'arrache. Et si c'est pas bon, tant pis, mais c'est de cette manière-là que je peux obtenir quelque chose de bien. Je me suis rendu compte qu'en photographie, ça marchait pas du tout de la même manière. Il faut vraiment s'appliquer à choisir son cadre, à choisir... voilà, il faut accorder du soin à la photographie. Donc ça a beaucoup changé. Par contre, la peinture, c'est toujours... Je sais que je peux réaliser quelque chose de bien si je provoque un peu l'accident. Sinon, ça risque d'être fade. Donc d'une certaine manière, en fait, tu es un peu un peintre de révélation, un peintre surprise, plutôt qu'un peintre prémédité avec un modèle, une vision, et je veux aller vers cette vision. Ce que je fais, je le fais toujours pour moi-même. Je le fais librement. Donc je choisis librement ma thématique, je choisis librement mon format. Et voilà. Voilà, ce qui se passe, c'est que souvent les choses, les œuvres vont amener, une œuvre va amener la suivante, va produire autre chose. Et donc je vais laisser comme cette ouverture, cette disponibilité d'esprit qui peut me faire changer de chapitre. Mais c'est souvent, les choses se font vraiment, j'ai l'impression d'assister depuis quelques années à quelque chose qui est presque en dehors de moi. C'est comme si j'ai créé une sorte d'édifice. Et il y a une architecture un peu bizarre, je vois les choses se faire de manière un peu passive, je vois certaines choses que je peux agrandir, consolider, et oui, je réalise presque comme spectateur à une œuvre qui est un peu protéiforme, mais qui a quand même une certaine cohérence interne. Je vois un lien direct entre les fleurs que je fais aujourd'hui et puis les catastrophes humaines que je peignais avant. Et tout ça, c'est une sorte d'architecture qui pourrait paraître un peu bizarre pour celui qui découvrirait pour la première fois mes œuvres, parce que oui, il y a plastiquement et puis thématiquement, il y a quand même beaucoup d'évolution. Mais pour moi, tout ça, ça fait corps. Et donc oui, il y a cette disponibilité d'esprit, cette posture que je dois avoir qui fait progresser mes œuvres. Mais il y a aussi clairement une ouverture sur ce qui se passe matériellement sur la peinture. C'est-à-dire souvent, je vois des choses se produire sur la toile que j'avais pas prévues, et je sais que c'est de ça que je peux
trouver l'issue, trouver ce qui pourrait me faire accéder à quelque chose de vraiment de beau, quoi. Donc j'ai l'impression de tirer un petit peu un fil et que les choses se réalisent presque en dehors de moi, presque. Voilà, je vois les choses se faire au fil des toiles. Il y a beaucoup de peintures que je trouverais peut-être maintenant un petit peu secondaires, mais je vois que je vois souvent a posteriori ce que j'ai réalisé, la valeur de ce que ça peut avoir. Très souvent, je vois plutôt une sorte de parcours parallèle à ma propre existence, où vraiment une œuvre se fait en dehors de toutes mes contingences personnelles. Il y a vraiment quelque chose qui se crée. Alors bien sûr, je vois par exemple dans mes peintures, je vois clairement un cheminement dans mon rapport à la mort. Je vois que j'ai évolué par rapport à ça, et je le vois aussi au travers de ce que j'ai peint. Et donc ces peintures illustrent ce changement intérieur, et ça va donc, on va dire déjà dans ce sens-là, est-ce que tu as l'impression que en peignant, tu as provoqué des changements aussi? Genre, des fois tu sors d'une création et tu te sens changer, ou tu te sens... il y a un clic quelque part qui se fait... Alors ça se fait pas ponctuellement, c'est-à-dire je suis déjà sorti de mon atelier en me disant « Ah, là il s'est passé quelque chose vraiment d'extraordinaire ». Quelque chose vraiment où j'ai eu juste une impression de quelque chose d'important se passait. Mais je pense qu'en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais en résonance vraiment avec ma propre vie, ma propre histoire, vraiment qu'il y a quelque chose qui est de très profond qui remonte en surface, et puis aussi de résonance par rapport au monde en dehors de mon atelier. Là, il y avait quelque chose qui se passait, mais souvent, j'ai plutôt l'impression que ce que ça produit comme changement, le fait de peindre, c'est plutôt que ça me fait évoluer beaucoup plus humainement que je dirais intellectuellement. Ça m'amène bien sûr à m'intéresser à la botanique, mais je dirais plutôt c'est le fait de peindre qui nous fait quand même beaucoup évoluer personnellement. C'est-à-dire, par exemple, pour moi la peinture c'est quelque chose qui nous apprend énormément l'humilité, parce qu'on se prend sans cesse des claques. Même des fois je trouve que c'est un petit peu trop, un peu trop masochiste comme pratique. C'est-à-dire qu'on a très très rarement du plaisir et de la satisfaction, et quand ça arrive vraiment on se sent juste soulagé. Enfin là j'ai réussi, je crois que je peux être content de moi, mais c'est vraiment rare ces moments-là. Donc oui, bien sûr, ça apprend énormément l'humilité, ça apprend la réserve, je pense que ça apprend aussi beaucoup, parce qu'on joue avec des couleurs, des personnalités différentes, je trouve. Ça apprend le sens de la nuance, ça apprend le sens de la retenue aussi. Et puis oui, clairement, ça apprend à voir et marcher un petit peu de côté quand même. Ça apprend l'indépendance en fait quand même, clairement. Parce que ce qu'on crée, ça doit être forcément le fruit d'une liberté. Donc cette liberté, elle est autant dans la démarche artistique de tout ce qu'on peut avoir à côté. Tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on absorbe, on doit l'assimiler, on doit quand même le dépasser. C'est-à-dire y trouver, en faire quelque chose de plus qui puisse se traduire par exemple en peinture. De me prêter au jeu de l'entretien. Mm-hmm. Et c'est vraiment très bizarre parce que je trouve que c'est des fois difficile de... on peut facilement paraître prétentieux. Tu vois. Alors que c'est vrai que déjà de faire quelque chose, je trouve pour être peintre, pour être écrivain, il faut avoir du culot quand même au départ. Et puis ouais, c'est vrai qu'il faut forcément avoir vraiment de l'ambition. Et en même temps, c'est vrai, je trouve qu'il faut avoir énormément d'humilité,
faut quand même toujours se remettre un petit peu à sa place. Il faut essayer de, forcément, essayer de comprendre beaucoup de choses. Il faut pouvoir faire son propre examen. Donc c'est très difficile comme exercice dans ce sens-là, ou de montrer que c'est à la fois, on va dire, difficile et exigeant. Et en même temps, de pas paraître trop prétentieux. Souvent, ce que je fais, je vais y trouver des fois de l'intérêt, mais tellement de fois, j'y vois des défauts, des faiblesses. Ça, c'est tellement difficile, je trouve, de trouver de réussir de bout en bout une œuvre, enfin en tout cas trouver à la fin d'une œuvre suffisamment d'élan et d'énergie pour faire ce qui va vraiment dépasser tout. C'est tellement difficile. C'est-à-dire dépasser tout. Là, C'est-à-dire qu'à un moment, une peinture, souvent c'est quand même une course de fond. Ça se fait vraiment sur des jours et des jours. Il faut que quand même à la fin, le dernier jour, la dernière heure, généralement ça va, c'est là que tout se joue. Donc, et c'est là que tout doit se voir, je trouve, souvent dans les tout derniers moments d'une peinture. Donc il faut qu'à un moment que tu sois à ce moment-là où tu es à la fin de ce processus, tu sois vraiment dans les meilleures conditions physiques et psychologiques. Tu vois, c'est quand même aussi la peinture, c'est comme une activité vraiment pas sportive, mais quand même physique. Tu vois, tu dois vraiment être bien dans ton corps, tu dois être bien dans tes mouvements. Faut être super alerte, tu peux facilement te tromper, quoi. Un mauvais mélange, plein de fois ça m'est arrivé, tu fais une toute petite erreur de mélange et tout de suite tu te retrouves, soit tu rates immédiatement, soit tu te retrouves à essayer de rattraper le coup, rattraper et jusqu'à tomber dans une impasse. C'est tellement facile de rater. Et plein de fois, ça, je trouve que si je devais... Je pourrais très facilement choisir 3 œuvres pour résumer ma peinture, parce qu'en fait, il y en a énormément que je vais trouver un peu faibles à différents niveaux. Qu'est-ce que j'allais chercher ? et justement, donc, qu'est-ce que tu fais pour rester dans la zone, quoi, Ouais. pour être au taquet le temps nécessaire pour mener à bien ton œuvre? Déjà, il y a des choses que j'évite de faire, c'est par exemple de trop écouter mes impressions du matin. Je sais que le matin, je vais commencer un petit peu, justement, peut-être comme un pianiste qui ferait ses gammes le matin. Je dois me conditionner un peu physiquement. Et je vais tourner généralement autour des œuvres, de manière un peu détournée, quoi. Comment dire ? Je vais tourner un petit peu autour du pot. Je sais qu'il faut que je fasse attention le matin. Et puis je sais que les choses qui se réalisent, qui se passent de plus intéressant, c'est toujours à la fin de la journée. C'est là qu'il peut se produire des choses intéressantes. Après, au niveau de la manière de vivre, oui, il faut faire attention. Je dirais surtout je vais faire attention à ce que je mange en journée. C'est-à-dire, je peux absolument pas manger une grosse assiette de pâtes au milieu de ma journée de peinture, parce que l'après-midi, j'en obtiendrai rien d'intéressant. Ça m'est arrivé aussi, oui, dans des moments où je sens que là, il va se passer quelque chose d'important. Je sais qu'il faut que physiquement, psychologiquement, à un moment, je me lance à l'eau. Et généralement, juste avant ces moments-là, je vais aller faire un petit tour en courant pour que vraiment le corps il soit lancé. Alerte. Un peu de méditation ou pas? Non, mais c'en est une, je pense, la peinture. Il y a quelque chose vraiment dans la manière dans la manière d'être en tant que peintre. En tout cas personnellement, il y a quelque chose vraiment de l'ordre, je pense, de la méditation, c'est-à-dire qu'on doit, je trouve, s'oublier un petit peu, en même temps qu'on doit être très très attentif à tout ce qui se passe sous nos yeux. Mais ça m'est arrivé aussi volontairement de peindre en voyant flou. C'est contradictoire parce
pense que oui, je te dis qu'il faut être très vigilant, très alerte, physiquement en bonne condition. En même temps, ça m'est arrivé souvent l'impression d'être dans un état presque pas de sommeil, mais je sais que des fois, je vais faire me mettre, choisir de me mettre dans cette espèce de disposition, voilà, un petit peu ensommeillé. D'autres fois, je sais qu'il faut que je fasse beaucoup plus attention, je vais avoir le regard beaucoup plus vigilant. Grosso modo, c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est une activité où on a l'impression des fois d'être un peu vidé à la fin d'une journée de peinture, en même temps que c'est une activité aussi très reposante. Enfin, après une journée de peinture, moi généralement je suis en pleine forme. Dernier point qui sort vraiment du cadre du podcast, mais qui peut toujours être intéressant, ça va être l'aspect commerce. Et comment est-ce que tu fais pour te vendre? Est-ce que tu es content de la manière dont tu te vends? Je pense que c'est un métier à part. On peut être très bon peintre et très mauvais vendeur. Ça mobilise des capacités, des qualités différentes, le commerce. Et pour ce qui est de la création, je pense pour d'autres c'est pareil, c'est que on est dans une situation très désagréable où on doit justifier toute la valeur exceptionnelle de ce qu'on fait soi-même. Donc autant on pourrait facilement encenser l'œuvre d'un autre que de faire les louanges de son propre travail, c'est beaucoup plus délicat. Voilà. Moi j'ai fait le choix depuis longtemps de pas créer en fonction de ça. Vraiment, c'est ma bulle à part et je fais ce que je peux faire de meilleur. Donc, et je me dis toujours que c'est en faisant quelque chose le plus sincèrement possible et le plus entièrement possible que je peux peut-être rencontrer, produire des coups de foudre avec un amateur d'art. Et je dirais presque que l'œuvre en elle-même fait le travail, voilà. Et oui, laissez parler les experts, laissez passer les effets de mode. N'écoutez pas les autres, regardez l'œuvre et soyez attentifs à ce qui se passe en vous alors que vous vous perdez dans la contemplation. Ces sensations, ce qui se passe dans votre cœur, dans votre ventre, il n'y a que ça de vrai. Et voici qui clôt notre deuxième partie de l'épisode dédié à Antoine Bonneau. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié, je vous engage à vous abonner ou au moins à liker la vidéo. Et je vous dis à bientôt.